pourquoi les efforts de Donald Trump n'ont pas suffi pour mettre fin au conflit? Mais parce que les amateurs de la guerre sont là. Il y a des gens qui aiment la guerre. Ils ne boivent que le sang des humains. En Alaska, Donald Trump, qui vit quand même à, je ne sais pas combien, 8000 km de l'Ukraine, s'est montré sensible. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord que les Ukrainiens meurent. Et son souhait, c'est que cette guerre s'arrête immédiatement. Et sur ce point, il est dans le même alignement que Poutine. Poutine ne veut pas la guerre. Poutine, d'ailleurs, en Ukraine, retient sa main parce qu'il ne veut pas tuer ses frères slaves. Poutine sait que c'est un coup tordu monté par les anglo-saxons pour écraser tous les peuples slaves. Le seul qui n'a pas compris ça, c'est Zelensky, qu'on a payé, on a recruté, on a payé pour faire la guerre, pour détruire les Ukrainiens, et on a dit jusqu'au dernier Ukrainien. Alors, Poutine et Trump veulent arrêter la guerre, parce que Trump a toujours dit, moi, président, cette guerre n'aurait même pas commencé. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu de guerre en Ukraine contre la Russie. Trump le dit tous les jours. Donc, moi, président, la guerre n'aurait jamais eu lieu. Mais ce que Trump feint de ne pas savoir, c'est que les gens qui voulaient la guerre, ils sont avec lui là-bas. Et notre ami a rappelé l'histoire de Maïdan, les fameuses révolutions de couleur. Mais c'est de la crapulerie, c'est du banditisme de haut niveau. Parce que ces soi-disant révolutions étaient organisées par les puissances occidentales. Organisées, financées, pour nettoyer tout ce qui est plus ou moins proche de la Russie en Ukraine. Des pays frères qui étaient ensemble, vous négociez, comme tu l'as expliqué, calmement, pour qu'on leur donne leur indépendance, et vous voulez les dresser comme des pitbulls contre les Russes. Alors, tu te rappelles, c'était l'époque où une certaine Victoria Nuland jouait à la proconsul installée. Ah, gouvernement, ministre de la Défense, mettez-moi ce nom-là. Ministre des Affaires étrangères, mettez celui-ci. Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État, machin, aux États-Unis. Donc, Trump dit, mais moi, si j'étais là, ça ne se passerait pas comme ça. Et Trump a reconnu la légitimité des revendications de Poutine en ce qui concerne certains territoires. Poutine dit, mais attends, les territoires que j'ai occupés, je les ai occupés, il n'est pas question de les rendre. D'ailleurs, si vous permettez, Excellence, je voulais juste faire une précision sur les territoires. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle du territoire aujourd'hui? Parce que parmi les accords qui avaient été signés entre la Russie et les anciens pays soviétiques, donc l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie et tous les autres, il y avait un accord qui protégeait les minorités linguistiques. Or, c'est dans ces pays-là, dans ces régions, ces oblasts, vous avez beaucoup de personnes qui parlent le russe. Et le président Zelensky fait partie de cette zone-là. Il est ressortissant de cette zone. Et donc, quand les accords ont été signés, il était question de protéger ces langues-là en tant que minorité. Si l'Union européenne est cohérente avec elle-même, elle reconnaît qu'elle protège les langues, elle protège les minorités, quel mal il y a à ce que deux pays s'entendent pour dire « avant, nous étions un ». C'était l'Union soviétique. Les Russes étaient présents partout parce que c'était la langue officielle de la République. Et vous avez aujourd'hui des territoires dans lesquels vivent des personnes qui parlent cette langue-là et qui ont cette culture. Pour protéger leurs acquis culturels, pour protéger leur existence au sein de la République, nous reconnaissons que ce sont des minorités. L'ukrainien, par exemple, peut être la langue nationale, mais nous reconnaissons qu'il y a une langue comme le russe, qui est une langue minoritaire et que nous ne devons pas éteindre. Or, après la révolution de Maïdan et la décision de se rapprocher de l'Europe, les dirigeants ukrainiens ont eu l'impression qu'ils pouvaient s'asseoir sur ces accords-là, y compris bombarder ces populations, les massacrer sans que cela ait aucune conséquence. Et la Russie qui est à côté a vu ce qui s'est passé au Kosovo, a vu comment ça s'est passé en Irak. Elle sait comment ça peut se terminer. Et elle a décidé d'intervenir. Je ne suis pas ici en train de prendre parti. Je dis simplement, faisons ce rappel historique pour que chacun se situe dans la perspective longue qui n'est pas celle uniquement de dire tel a raison, tel a tort, c'est tel qui a commencé, c'est tel qui a...
c'est de dire simplement, il y a des accords qui ont été signés entre deux États indépendants. Il n'y a pas de raison qu'un tiers État vienne intervenir pour démanteler ces accords qui ont été signés de bonne foi et qui ne sont malheureusement pas exécutés. J'ajoute, Excellence. Et vous avez interrompu le fil excusez-moi, de mon raisonnement. Je disais donc que Trump a reconnu la légitimité des revendications de Poutine qui veut prendre des territoires. En fait, Poutine ne veut pas prendre des territoires. Poutine a déclenché une guerre, disons une opération spéciale. Il y a des gens qui ont dit non. Poutine lui-même, il en était sensible. Il a dit non, on va négocier. Ils se sont précipités à Istanbul, ils ont négocié, Zelensky était d'accord, ça dit qu'on met fin à la guerre, on s'entend sur certains arrangements et la paix revient. Boris Johnson, l'anglo-saxon en chef, qui veut commettre un génocide contre les Slaves, atterrit et dit à Zelensky, tu ne signes pas, nous on te donne et l'argent, on te donne les armes. Malheureusement, aujourd'hui, quand Zelensky demande argent et armes, je ne suis pas pro-Zelensky, vous le savez très bien, que Dieu m'en garde. Mais quand Zelensky demande, on dit non, que c'est un mendiant, il dérange les gens. Non, c'est Boris Johnson qui allait lui donner la garantie au nom de l'OTAN, au nom de l'Union européenne, au nom de l'Amérique, qu'on lui donnera autant d'argent et autant d'armes qu'il voudra, parce qu'il faut battre la Russie. Maintenant, la Russie dit, mais attends, vous m'avez obligé à faire la guerre, j'ai conquis les territoires à problème, je les garderai. On dit non, que ce n'est pas possible. Les Occidentaux, ils disent à Zelensky, n'accepte pas ça. Moi, je vais poser une question. Quand on prend un territoire par la guerre, est-ce qu'on a besoin de demander l'autorisation de quelqu'un avant de l'occuper? Quand en 1914, les Anglais venus de l'Ouest, les Français de l'Est, ont écrasé les Allemands à Wahala. Ici, je parle du Togo, hein, c'est à moins de 90 km d'ici. Hein. Est-ce que quand ils ont fini de battre les Allemands, ils sont allés à Berlin demander l'avis du Kaiser? Bon, écoutez, on a battu tes troupes à Wahala, est-ce qu'on peut occuper le Togo? Non! Vous avez gagné la guerre, vous prenez les territoires. Et d'ailleurs, une partie du Togo se retrouve... Voilà. Au Ghana. Au Ghana. Je ne sais pas en quoi les Occidentaux croient que Poutine a besoin de leur autorisation pour occuper les territoires qu'il a occupés, qu'il a pris au prix du sang de ses enfants. Alors écoute, il n'y a pas une semaine, hein, quelques jours, où le président français lui-même dit, écoutez bien, ah, les Russes ont perdu 1 million de soldats et ils n'ont occupé que 1% du territoire. Mais alors, ça veut dire quoi? Donc le 1% là, vous dites à Zelensky de ne pas accepter ça. Selon lui, les Russes ont perdu 1 million de soldats. Pourquoi? Quand quelqu'un perd 1 million de soldats, il ne doit pas... Bon, je perds 1 million de soldats, j'occupe un territoire, et un bon matin, je dis non, venez reprendre votre territoire, je retourne chez moi. Qu'est-ce que je vais dire aux parents de ce million de soldats là? Pourquoi ils sont morts? Pourquoi vos enfants sont morts? Juste pour que je donne la terre aux Ukrainiens? Est-ce que, quand quelqu'un gagne, les Européens sont venus faire la guerre en Afrique, ils ont occupé l'Afrique. Ils n'ont pas demandé à quelqu'un. J'ai gagné la guerre, je prends la terre. Alors, Poutine gagne la guerre. Et il est très modeste, hein. Il ne veut occuper que, disons, les parties où il est vraiment installé, même s'il y a quelques miettes qui sont encore aux mains des Ukrainiens. On dit non. On dit à Poutine, Zelensky, un président illégal, un président illégal, un président hors la loi, un président bandit, un président voleur. Mais comme son banditisme et ses vols, il partage les fruits de ses rapines avec certains dirigeants, on les soutient comme ça. Alors, c'est un président non élu qui donne l'ordre de continuer la guerre et de tuer des centaines d'Ukrainiens par jour parce qu'il faut tuer jusqu'au dernier Ukrainien comme ses maîtres de Paris, de Londres lui ont dit. Maintenant, on dit, on prend la tête, il dit non, vous donnez le temps à Poutine d'occuper davantage de territoires ukrainiens. Vous croyez que quand Poutine va prendre Pokrovsk, il va prendre Kharkiv, il va prendre Odessa, vous allez revenir lui dire, ah, rendez-nous les terres. Poutine ne rendra rien. C'est vous-même qui l'avez invité indirectement à occuper ces territoires. Il faut arrêter le massacre.
Mais personne n'arrête le massacre. Alors, on nous parle des garanties de sécurité. Oui, mais on va aborder les garanties de sécurité. On va pas tout dire. Laisse-moi conclure, laisse-moi conclure donc ce point en disant que Poutine n'a pas à demander l'autorisation à quelqu'un pour occuper effectivement les terres qu'il a gagnées au prix du sang de ses enfants. Soit dit en passant, Poutine n'a pas perdu 1 million de soldats. Les Ukrainiens ont perdu 1 700 000 soldats. Ce n'est pas un président délirant qui l'a dit. C'est des choses, des enquêtes et des choses qui l'ont révélé. Et on sait que les pertes dans cette guerre, c'est un Russe contre au moins 5 à 6 Ukrainiens morts. Donc on cesse de distraire les gens.